Bonjour à tous, bonsoir à vous. Militante antiraciste, oui. Égérie d'une France qui se veut diverse, oui. Repère d'une génération qui refuse la fatalité de l'échec, oui. Messagère de la cause des femmes, oui. En même temps, elle est celle qui refuse que ses origines soient le marqueur de sa personnalité, celle qui s'élève contre l'interdiction du port du voile, celle qui défend la discrimination positive, qui engueule Zemmour, qui organise les Yabon Awards, qui fait de la télé, qui écrit, qui parle, qui organise des conférences. Bref, elle fait feu de tout bois. Alors, est-ce juste un petit bout de femme qui a mis toute son énergie dans la défense d'un idéal et lequel? Ou a-t-elle un projet de société et lequel? On va essayer de savoir tout cela. Rokhaya Diallo. Bienvenue Rokhaya. Merci. D'abord, juste un chiffre. Ça fait combien de temps que vous vous battez contre toutes les formes de discrimination? Combien d'années? Alors, j'ai commencé le féminisme il y a 10 ans, 10-12 ans, et vraiment l'antiracisme, ça fait 6 ans. 6 ans, 7 ans que j'ai, presque 7 ans, presque 7 ans que j'ai fondé l'association Les Indivisibles. Ça passe vite, hein, ça fait un coup de vieux en fait. Si on fait le compte des 3 ou 4 générations qui avant vous se sont battues un peu pour la même chose, c'est un peu, on est un peu dans le mythe de Sisyphe. Vous savez, oui. Ce personnage de la mythologie condamné à monter un rocher, un sommet qu'il n'atteint jamais, Ouais. c'est comme une malédiction et pour l'éternité. Bah, c'est vrai que, d'autant plus que cette année, on fête les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Moi, à l'époque, j'avais 5 ans, donc j'en ai absolument aucun souvenir. Et de se rendre compte, en fait, en rencontrant ces générations de marcheurs, qu'on est sur des combats très, très similaires. Ça peut paraître désespérant, mais il y a quand même quelques petites victoires. Donc Non, parce que quand même, c'était il y a quelques semaines, on a eu le must dans l'actualité. Alors, je vais cliquer à nous deux. Celle-ci, je l'ai vue. Et honnêtement, je l'ai mise sur mon réseau. Qu'est-ce que veut dire ce photomontage exactement? Tout est dit entre les mots. Hein. Voilà, elle arrive comme ça, elle débarque comme ça. Franchement, c'est une sauvage, quoi. Elle prend tout le monde. Quand on lui parle quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. Les personnes qui ont tué, mais c'est pas grave, on va leur mettre leur bracelet et puis ça sera déjà bien. Mais parce que ce genre de comparatif des noirs avec des singes, ça fait partie quand même de toutes les thématiques du racisme primaire. En général, non, ça n'a rien à voir. Un singe, ça reste un animal. Un noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Et pourtant, là, vous faites ce comparatif-là avec ce photomontage. C'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait, pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Voilà. Et puis des chiffres, ouais. C'est terrible. Hein, ouais, non, mais c'est à la fois... On a tendance à oublier, premier parti de France, le Front National. Est-ce qu'on arrivait là? C'est un échec? C'est un vrai échec. L'échec est vraiment idéologique parce que je trouve que la protestation à l'égard du Front National s'est beaucoup affaiblie. Dans les années 80-90, il y avait vraiment un front contre le Front National et contre ses idées. Et aujourd'hui, il est admis par tous les partis, par exemple, que l'immigration est un problème en soi, alors que l'économie, les économistes montrent le contraire. Et de voir que ce genre de personnes, aujourd'hui, à pignon sur eux, et vraiment expriment un racisme. Ce qui vous met le plus en colère, basique, en fait, c'est pas le Front National, mais c'est le fait qu'une partie de ces idées se retrouve comme ça disséminées un petit peu dans tout le discours de tous les partis politiques, ou quasiment. Absolument, parce que le Front National a toujours existé, a toujours eu ce type d'idées. Le fait est qu'aujourd'hui, on lui donne beaucoup d'espace et que les gens qui sont censés s'y opposer, en fait, quelque part disent oui, bon, les questions qui sont quand même soulevées ne sont pas complètement injustifiées, donc vont sur leur terrain de peur de perdre des électeurs. On est vraiment dans une défaite idéologique très très forte. Et même si le Front National ne gagne pas dans les urnes, ils ont gagné dans les idées parce que aujourd'hui, voilà, on remet en cause le droit du sol, on est sur leur terrain. Ça vous fait quoi? Ça vous donne encore plus d'énergie ou ça? Ouais, ça me donne envie de me battre. Ça donne aussi envie de me battre à un niveau peut-être plus européen, parce que c'est vrai que quand on reste centré sur la France, on se rend moins compte des enjeux. Au niveau de l'Europe, on voit bien que la question des Roms n'est pas seulement une question française, qu'il y a des partis d'extrême droite en Hongrie, en Grèce, où ce rappeur a été assassiné par l'extrême droite, qui a une filiation très claire aussi commune avec le Front National. Donc ça me donne aussi envie de regarder ce qui se passe ailleurs et pas me contenter d'être sur un regard franco-centré, Voilà, on va comme le font les politiques. Mieux vous comprendre, mieux comprendre tout ça. Alors ça se passe entre
le mur d'image que vous déclenchez avec cette tablette en cliquant sur les numéros. Ok. Tout simple. Je prends le numéro que je veux. Que vous voulez. Ah, super. Alors, allez, on sait pas si ça va porter bonheur ou malheur, on va prendre le 13. Le 13. Ah. C'est un bon, c'est un mauvais souvenir. Vous avez travaillé chez Mickey? J'ai travaillé chez Disney, ouais. Je travaillais pour la chaîne Disney Channel et je m'occupais d'acheter les dessins animés pour la France et de les suivre aussi en production. Bah écoutez, je suis une grande fan de dessins animés et mon premier boulot pendant 8 ans, c'était un bon souvenir. C'est une grosse boîte, donc un peu trop grosse pour moi, mais les dessins animés, ça reste un très très bon souvenir. Alors, au départ, vous aviez choisi de faire des études de droit. Oui. International. Absolument. Vous êtes allé jusqu'à la maîtrise. Oui. Et puis, à l'époque, vous voyez dans quel métier en fait? Bah, dans tout ce qui était droits humains. J'ai fait droit international et européen. Ce qui m'intéressait, c'était les droits de l'homme, les institutions internationales. Et puis, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué de les intégrer quand on n'avait pas vraiment de piston. Et je me suis dit que je vais aller sur une formation un peu plus pratique et je suis allée en école de commerce. C'est ça. Voilà. Après, vous avez tenté le commerce. C'est ça. Drame. J'ai travaillé chez IBM, enfin l'espèce de grosse boîte de Tour à la Défense où j'avais l'impression d'être. Je me sentais interchangeable. J'avais l'impression que c'est ça, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça ne changeait absolument rien, que j'avais rien de particulier à apporter. C'était terrible, on n'avait pas de bureau fixe. En fait, tous les matins, on avait notre ordinateur portable et on se connectait là où il y avait de la place. Donc ce sentiment vraiment d'être... Ah oui, c'est ça. Si on arrivait trop tard, il n'y avait plus de bureau. Donc on allait en salle de réunion, on se connectait là-bas. Puis on faisait son code sur le téléphone pour avoir notre ligne fixe. Alors vous avez plein de diplômes, plein d'expériences finalement, et vous partez chaque fois en claquant la porte. Vous avez sale caractère ou... Non, j'ai pas un sale caractère. Disons que je suis pas très capable de compromis. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'asseoir sur mes convictions. C'est ça. C'est-à-dire que quand il s'agit de composer avec des convictions qui sont profondes, j'ai du mal à négocier. Voilà. Donc j'y arrive mieux qu'auparavant, mais avec voilà, le pour temps, moi. vous commencez à y arriver. Je dis pas avec l'âge, je dis avec le temps. Disons que j'arrive à comprendre, à discuter plus longuement. Je débat beaucoup, donc voilà, j'arrive à comprendre, mais je ne suis pas prête à tout pour parce qu'il y a une anecdote là que j'ai relevée, une histoire de stage quand vous êtes en école de commerce. Oui, j'ai eu un conseil de discipline. Oui, on vous a dit votre problème c'est que vous n'avez jamais réussi à rentrer dans le moule. Exactement. À la fin de mon école de commerce, donc après ce stage chez IBM, ma directrice de mémoire m'a dit votre problème c'est pas vos notes, c'est vraiment qu'on n'a jamais réussi à vous faire rentrer dans le moule. On vous donne tout, mais vous rentrez pas dans le moule. Oui, ça, on m'a dit qu'on me donnait tout parce que j'étais boursière et ça j'étais scandalisée. On m'a dit on vous donne tout et vous vous rendez pas. Je lui ai dit vous m'avez rien donné, c'est la République, ce sont les acquis de la République. Et puis de me dire que je suis pas rentrée dans le moule, c'est le meilleur compliment que vous pouviez me faire et je suis ravie de pas être rentrée dans ce moule. Maintenant quand je vois mes petits camarades de l'époque, je les envie pas. Vraiment, je les envie pas. Oui, je me sens beaucoup plus libre. Non, je me sens plus libre. Alors c'est sûr que je gagne moins d'argent que prévu, hein, mais honnêtement. Vous aviez prévu d'en gagner quand même. Quand on rentre dans une école de commerce, on nous dit qu'on est les meilleurs du monde et qu'on va gagner des milliers et des cents. Donc évidemment, c'est un choix aussi, c'est un choix économique, hein, le fait de claquer la porte et de partir. Mais j'ai aucun regret. J'ai vraiment pas de regret. Vous le cliquez. Alors je vais cliquer cette fois-ci. Allez, on va faire 18. 18. D'abord, on va arrêter les auteurs, ces assassins, quel que soit leur âge et leur situation. C'est à mon sens une affaire d'heures. La deuxième chose, c'est que les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Nettoyer au propre comme au figuré. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est ce moment-là qui a été un déclic pour vous? On est en 2005. Ouais, on est en 2005, à la Courneuve. Voilà, moi j'ai grandi, j'ai passé mon adolescence à la Courneuve et je connais très très bien les 4000, j'y vais encore tous les week-ends. J'étais extrêmement choquée en fait à l'époque, j'étais encore au conseil local de la jeunesse de la Courneuve et Nicolas Sarkozy nous a expliqué qu'il voulait nettoyer les lieux, nos lieux, notre ville au Karcher, comme si nous étions des ordures, des déchets exterminés. Donc je l'ai vraiment pris comme une gifle. Et là vous l'avez pris alors que finalement les présidentielles de 2002 avec le face-à-face du deuxième tour entre Le Pen et Chirac, ça vous avait pas plus remué que ça? C'est pas ça qui m'a réveillée. Honnêtement, c'est après parce que disons moi j'avais été. En fait, ce qui m'avait marqué, c'est surtout le discours Enfin, quand Lionel Jospin a dit mon programme n'est pas socialiste, je me suis dit bon en même temps si lui-même n'arrive pas avec une conviction forte d'incarner une gauche forte, eh bien moi je vous cache pas que j'avais voté pour Besancenot. Donc voilà, j'étais plus, mais c'est pas ce qui m'a réveillée. Vraiment, c'est pas le Front National le deuxième tour, c'est ce qui s'est passé après. Oui. C'est Sarkozy qui est arrivé à l'intérieur, qui a interdit les regroupements jeunes en bas des tours des cités, qui a commencé à taper très durement sur les jeunes de cité, dont je me revendiquais. Hein. Je me sentais vraiment
faisant partie de ces jeunes, et je me suis sentie vraiment agressée par l'installation de ce discours, parce que finalement, lui, ce qu'il avait retiré de la victoire du Front National, la quasi-victoire, c'est l'idée qu'il y avait des racistes parmi les Français, qu'il fallait leur faire plaisir en nous tapant dessus. C'est comme ça que vous avez ressenti. Ah oui, je me suis dit, il s'est dit, c'est bon, hein, comme ils votent pour le FN, on va leur donner du FN comme ça, et c'est comme ça qu'il a gagné les élections. Quand il a gagné, le FN a fait 10% face à lui, parce qu'ils s'étaient réapproprié leurs idées en 2007. Cela dit, il continue à monter. Alors, la Canadienne Naomi Klein, la Malienne Aminata Traoré était déjà rentrée dans votre vie avec l'altermondialisme. Vous êtes une petite militante depuis le départ, là. C'est vrai. J'avais 20 ans quand j'ai lu Aminata Traoré et Leto, qui parlait des rapports Nord-Sud et de cette dette en fait interminable que les pays du Sud devaient rembourser alors même qu'ils étaient exploités par le Nord. Et puis j'ai découvert Naomi Klein avec Nos Logos, pareil, qui parlait de l'exploitation des usines Nike, des jeunes enfants en Chine et maintenant au Bangladesh. Et ça m'a révoltée. C'est-à-dire que j'étais toute seule, j'avais pas de militants autour de moi, mais je lisais ces livres. Je me disais, c'est scandaleux parce que quelque part. C'est toutes ces rencontres en fait que vous avez faites qui vous ont éveillé à des tas de choses et. Absolument. C'était une espèce comme un bip le monde. En Exactement. Fait, ça. Voilà, le monde est injuste. Il y a des gens qui en souffrent, on en bénéficie. En plus, moi, j'étais étudiante, je travaillais pour une grande enseigne de vêtements suédoise, donc je savais qu'elle avait été aussi au cœur de polémiques pour l'exploitation des travailleurs pauvres en Asie. Donc oui, c'est des petites rencontres, des lectures qui d'abord de manière isolée m'ont dit il faut que je m'implique quelque part. Votre conviction. Oui, jusqu'à ce que vous militiez pour la discrimination positive. Vous êtes une des rares à dire la discrimination positive. Ah oui, moi j'y crois. Enfin, je pense que depuis l'époque où vous étiez vous montriez votre association à la Courneuve, la discrimination positive, avec une arme que vous avez choisie qui est l'humour. Oui, absolument. C'est moi qui clique à nous deux. D'accord. Alors moi j'ai réfléchi, je me suis dit, islamophone, ça veut dire la phobie, c'est la peur. Jean-François Copé est dans la table. On me dit que Jean-François Copé est à la boulangerie. Moi, animateur des Yabon Awards, je ne me moquerai pas des bougnoules, des bamboulas, des bridés, tout simplement parce que les nommés cette année l'ont fait mieux que moi. On espère tous les ans qu'on ne reviendra pas l'année prochaine et malheureusement, on est encore là. Oui, là c'était 2013. Oui, c'était 2013, Il y a bon Award, c'était au Cabaret Sauvage, vous avez fait ça le comble. Oui, tout. Alors, c'est quoi le but de la manœuvre et comment ça fonctionne? Alors, les Yabon Awards, comme son nom l'indique, c'est une cérémonie parodique qui s'inspire de cette belle publicité qui est Yabon et Babanania, qui tous les ans, sous forme, comme pour les Césars ou les Oscars, remet des trophées aux phrases les plus racistes de l'année. Donc, je ne vous cache pas que les gens ne sont pas ravis de recevoir leur prix. Non, parce que, c'est sûr, ils ne sont pas ravis. En plus, il y a tout le monde, tout le monde y passe, quoi. Tout le monde, gauche-droite. Des comédiens, des animateurs, éditorialistes. En fait, c'est une des actions des Indivisibles. Oui. C'était quoi l'objectif de l'association? L'objectif, c'était de mettre en lumière justement ces petites phrases racistes qui s'expriment dans les médias. Moi, j'avais été assez choquée par les révoltes en banlieue en 2005 et par la façon dont ça avait été traité par les médias où on accusait ces jeunes d'être des voyous, des enfants de polygames ou manipulés par des islamistes. Et donc je me suis dit il faut quand même passer en revue toutes ces phrases et l'humour c'est vraiment un très très bon moyen quelque part de tourner en dérision ce propos sans être dans un dispositif de tribunal ou de mise en accusation parce qu'en fait on se rend compte que la condamnation morale du racisme en fait ne passe plus. Les gens en ont assez quand on leur dit vous êtes méchants, vous êtes racistes et nous on est les gentils, on est le camp du bien. Le fait de mettre les phrases sur le même plan et de laisser finalement ces phrases au jugement d'un jury et de la salle, moi je trouve que les phrases sont sans équivoque. Quand on les lit, en fait, on ne peut pas vraiment débattre parce qu'elles sont tellement crues. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit je ne m'étais même pas rendu compte que je disais un truc qui pouvait être interprété ou c'est juste en face la colère? Il y a eu beaucoup de colère. Alors, on a eu Caroline Forest qui est assez drôle parce que là, elle a vraiment réagi d'une manière complètement surréaliste. Elle a dit qu'elle allait porter plainte contre l'association. Moi, je me suis dit porter plainte parce qu'on a reçu une peau de banane dorée, bon courage. Et voilà, je pense que oui, on a une réaction assez... Elle a quand même le profil de quelqu'un qui a un humanisme total, qui n'est pas... Donc elle a dû être profondément... Elle était vexée. Mais en même temps, peiné, vous faites parfois vous n'avez pas le sentiment, vous en foutez que ça fasse de la peine en fait. Vous savez, ça fait de la peine aux gens aussi qui reçoivent. Moi, je pense aussi aux gens qui sont victimes. Quand on allume sa télé, qu'on paye sa redevance et qu'on se prend dans la tête les propos sur les Roms, les musulmans et que soi-même on est Roms ou musulmans, c'est extrêmement douloureux. Donc je pense que quand on a la parole publique, on a une responsabilité vraiment qui est celle de ne pas blesser les gens, de ne pas les offenser. En fait, vous pensez que ça fait avancer le schmilblick? En tout cas, ça met en lumière, ça crée des polémiques, ça met en lumière un débat, et puis ça fait un équilibre parce que les gens se rendent compte que quand ils parlent, ils sont entendus, et que parmi les citoyens, il y a des gens qui sont pas connus, mais qui mettent en œuvre des stratégies pour s'opposer, pour proposer un contre-discours. Donc je suis assez fière de ça parce que parmi les Indivisibles, il y a plein de gens qui sont vos voisins de palier, vos collègues de bureau, des gens qui sont pas connus, qui n'ont pas de visibilité, mais qui à leur manière contribuent au débat, et ça c'est vraiment chouette. Un clic. Un clic. Allez, on va...
Allez, le 7. Le 7. Il y a le métissage racial, c'est-à-dire le mélange des races, physiquement. Qu'est-ce que c'est les races? Qu'est-ce que vous entendez par race? Et s'il n'y a pas de race, il n'y a pas de métissage. Non, enfin, donc peut-être que le deuxième il n'y a pas de question, on arrête, on s'en va. Non, parce que vous parlez de deux métissages, donc peut-être que le deuxième existe. Le deux, oui. Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas. Non, enfin, On écoute la deuxième. Non, mais écoutez, On écoute la deuxième. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce titre, je vais très vite. J'ai le sentiment que, à la sacralisation des races de la période nazie et précédente, a succédé la négation des races. Et c'est, d'après moi, aussi ridicule l'une que l'autre. Ça veut dire que ça n'existe pas. On voit bien que ça existe. Alors que vous me dites... Comment on le voit? Enfin, je comprends pas ce que vous voyez. Peau, tout bêtement. Et donc, la couleur de peau, selon vous, fait que moi, j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non, mais que vous redécouvriez... évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartiens à la race noire. Qu'est-ce qui vous gêne dans le mot race? C'est pas tant le mot. En fait, l'idée, c'est que parmi les êtres humains, on appartient tous à une seule race qui est la race humaine. Après, effectivement, il y a des différences de couleur de peau, mais on n'est pas dans des groupes biologiques différents. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'on puisse défendre l'idée qu'il y a un racisme qui existe, et ce racisme crée dans la tête des racistes des races. Ils pensent que les Noirs, les Blancs, les Asiatiques sont fondamentalement différents, mais si Éric Zemmour venait à être accidenté, si on est du même groupe sanguin, je peux lui donner mon sang. Parce qu'on appartient biologiquement à la même race. Et c'est ça qui me choque en fait dans Et là dans où ça se complique encore, c'est le deuxième clash avec Zemmour. Oui, là c'est autre chose. Ça, c'était encore autre chose. Hein. C'était dans Salut les Terriens. Oui. C'était quelques années après, en 2010. Absolument. 2 ans après, je crois. Ouais, 2 ans et après. Zemmour déclare la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. On n'a même pas pu retrouver les images parce qu'elles sont bloquées par la justice. Oui. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes dans un pays où on ne fait pas de statistiques ethniques. Hein. C'est quand même ça je dirais le must de la République. Qu'est-ce que cette phrase a vraiment signifié pour vous? Elle m'a choquée parce que, d'une part, elle ne reposait, comme vous le dites, sur aucune statistique. Et puis qu'est-ce qu'on appelle trafiquant? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la délinquance financière, est-ce que vraiment vous pensez que dans les gens qui sont des délinquants financiers, tous ces gens qu'on voit, ces politiques, c'est Eric Woerth, qui sont mis devant la justice, est-ce que vous pensez que parmi eux, il y a une majorité de Noirs et d'Arabes? Je n'en suis pas certaine. Donc je trouve qu'on est dans des appréciations qui sont très caricaturales. Moi, je fais pas mal d'interventions dans le cadre de prison. Effectivement, la petite délinquance est, dans la plupart des cas, le fait de gens qui sont d'origine modeste, parmi lesquels les Arabes, les Noirs sont surreprésentés. Maintenant, si on fait la criminalité de manière générale, on voit bien qu'il y a un équilibre qui se rétablit quand il s'agit de grande délinquance et de grande criminalité. Donc il n'y a pas génétiquement chez les Noirs et chez les Arabes. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Le problème, c'est de penser que génétiquement, il pourrait y avoir une espèce d'ADN particulier des Noirs et des Arabes qui en font des délinquants. En tout cas, la polémique, elle continue. Oui, hein. elle continue. Elle est énorme. Justice, les médias se sont enflammés, les associations, la justice, les plaies tombées. Finalement, Zemmour, c'est un super VRP pour vous. En tout cas, c'est clair que les 2 débats qu'on a eus ont donné beaucoup de visibilité à ma personne parce que je n'étais pas du tout identifiée. Et le fait que je lui réponde, parce que c'était quelqu'un aussi qui était beaucoup plus présent dans les médias à l'époque, je pense que voilà, le fait que je sois plus jeune, que je sois une femme, alors que bon, on sait qu'il est aussi macho. Par ailleurs, ça crée quelque chose un peu de nouveau dans le débat parce que moi, voilà, il y a des choses que je ne veux pas entendre sur lesquelles j'ai voulu réagir de manière vive. Alors, vous avez accepté d'une certaine façon d'être un peu l'égérie de toute une génération, d'une certaine parole. Est-ce que ça vous enferme pas dans un rôle? En fait, ce qui est gênant, parfois, vous n'avez pas peur de dire des conneries? Ah si, parce que disons qu'on a une très très lourde responsabilité. Moi, c'est ce qui m'a un peu gênée au départ, parce que les individus, c'est un collectif. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup refusé les portraits, parce que justement, j'avais la crainte que ça mette la lumière sur moi. Et un parcours individuel est toujours attaquable. Oui. Exactement. Et mais moi, je suis pas à l'abri d'un dérapage comme n'importe qui, donc je peux dire des bêtises, puis tenir des propos qui n'engagent que moi. Donc j'avais cette crainte-là. Et puis la crainte que j'ai aussi, c'est que comme finalement, on n'est pas si nombreux que ça à être noir, à s'engager sur ce type de paroles, je me retrouve quelque part à représenter un groupe alors que je ne suis pas élue et que j'ai absolument pas la prétention de parler au nom des Noirs de France. Je parle en mon nom, j'ai parlé longtemps au nom des Indivisibles, mais je trouve que c'est une pression. Au nom d'une génération aussi, hein. Mais oui, mais en même temps, je dis ce qui m'engage et je n'ai pas les épaules en fait, parce que je suis pas élue. Personne n'a mis un bulletin en disant Rokhaya parle pour moi. Donc moi, je peux pas prendre la responsabilité de parler au nom de tout le monde. Donc je suis ravie que des gens se retrouvent dans ma parole, mais je suis aussi attaquée par des gens parfois qui sont d'origine étrangère comme moi et qui me disent écoutez, arrêtez de parler pour les Noirs. Nous on en a marre parce que vous nous représentez pas. Et moi je représente personne d'autre que moi-même. Si des gens se reconnaissent dans ce que je dis, c'est parce que bien sûr j'ai grandi, je fais partie d'une génération. Oui. On est beaucoup à partager ses convictions. C'est inconfortable quand même. Hein.
C'est difficile parce que c'est vrai que voilà, si un jour je chute ou je tiens des propos qui sont scandaleux ou qui scandalisent tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui risquent de se sentir trahis. Donc c'est une pression, c'est une responsabilité extrêmement importante. Vous n'avez pas prévu ça comme ça Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Bah, j'espère qu'on sera un peu plus nombreux, comme ça on pourra se partager un peu cette charge. Allez, un petit clic, Rokhaya. Alors, allez, le vin. Le vin. Ravie de vous accueillir. Moi, j'avoue que quand on m'a parlé de ce projet, j'ai trouvé ça super, il n'y a pas d'autre mot. Cet échange entre Français et Américains était très positif. Et j'utilise ce mot parce que c'est un projet qui est dans le positif. This is a popular brand of chocolate milk, Banania. Dans nos quartiers, il y a un tout petit peu, un minimum, mais pas dans tous les quartiers, l'aide de l'État. Mais aux États-Unis, il n'y a rien. Voilà, ça s'appelle Les Marches de la Liberté et c'est le documentaire que vous réalisez qui va d'ailleurs être diffusé sur France O au mois de décembre, qui fait un parallèle entre la marche des beurs de 83 et celle qu'il y a eu autour de Martin Luther King aux États-Unis en 63. Absolument. Alors, quel rapport il y a entre les deux marches? Alors déjà, il y a l'anniversaire, 50 ans, Martin Luther King, 30 ans, la marche pour l'égalité et contre le racisme en France. Et puis, on ne se souvient pas que les marcheurs en fait, français ont été inspirés par Martin Luther King. Ils se sont dit, on veut marcher de manière pacifique en s'inspirant à la fois de Gandhi et de Martin Luther King. Et je trouve que faire le bilan de la... En fait, ce que raconte le documentaire, c'est la France 30 ans après la marche, vue par des Américains qui viennent visiter la France. Donc ils vont à l'Élysée, ils vont voir Christiane Taubira, mais ils vont aussi à Clichy-sous-Bois en banlieue, 8 ans après les révoltes, et découvrent en fait qu'on a des problématiques très très similaires et très très proches. Et je trouve que c'est vrai qu'on est dans un pays différent, qui n'a pas exactement la même histoire, mais on partage par exemple l'histoire de l'esclavage, qui est une histoire à la fois française et américaine, et eux ne se rendaient pas compte du degré d'implication de la France dans l'esclavage. Ils ont été à la cérémonie de commémoration au Luxembourg en mai dernier, ils étaient frappés en fait de se dire mais c'est dingue, je pensais pas que la France était à ce point esclavagiste et reconnaissait aussi ce passé colonial et esclavagiste. Donc je trouve que le parallèle est intéressant et de montrer l'évolution de la France 30 ans après la marche où on a des revendications encore très très fortes, des choses qui ne sont pas résolues. Les États-Unis de 50 ans après la marche de Martin Luther King. Ouais, c'est ça. Quand même un président... Un président noir, mais tout n'est pas gagné parce qu'on a filmé les 50 ans de la marche américaine où 100 000 personnes se sont déplacées à Washington et le nom de Trayvon Martin, ce jeune adolescent qui a été assassiné parce qu'il était noir, était très présent. Et donc on a ce paradoxe aux États-Unis où à la fois le président est noir et à la fois le fait d'être un jeune noir avec une capuche justifie d'être assassiné parce on fait peur, on fait encore peur. Donc tout n'est pas gagné, mais de part et d'autre de l'Atlantique, on se rend compte qu'il y a des choses positives chez nous aussi. C'est important pour vous qu'il y ait cette espèce de passage de relais entre les différents, qu'on ne s'enferme pas, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, vous avez été souvent reçu et réclamé aux États-Unis, notamment par le Black Caucus, qui voilà, c'est l'espèce de réunion de tous les Noirs américains élus au Congrès. Absolument. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ça fait force? Est-ce que vous pensez que ce serait important que la France fasse de même pour faire force? C'est vrai oui, je trouve que le Black Caucus a été vraiment, c'est un levier en plus très très progressiste au sein du Parlement américain. Le fait de se réunir, il y a un Black Caucus, un caucus asiatique, un caucus latino, qui fait avancer en fait les problématiques du groupe qui le représente dans le sens où, par exemple, les Noirs sont exposés à certaines maladies, ont besoin de protection sociale, etc. Donc c'est un groupe qui est assez progressiste. Et je trouve qu'en France, ce ne serait pas... Bon, en France, ils ne seraient pas très nombreux. Hein, donc, il y aurait ceux d'outre-mer. Oui, c'est ça, il y aurait ceux d'outre-mer. Oui, c'est ça, un regroupement d'outre-mer. Parce qu'il y a des enjeux de ce qui se passe outre-mer. Mais en même temps, il y a des questions particulières à l'outre-mer. La question du chômage, par exemple. La question de effectivement, l'impact de la crise sur les îles antillaises. Et voilà, c'est ça, de la violence, effectivement, de la délinquance. On en a beaucoup parlé dernièrement en Guadeloupe. Il y a des intérêts qui sont particuliers. La question des discriminations racistes qui concernent aussi bien, là pour le coup, les ultramarins que les gens qui sont d'origine étrangère, postcoloniale, africaine, asiatique. C'est une question, oui, sur laquelle certains élus pourraient se concentrer. Donc ce serait difficile de le faire en France parce qu'on a cette espèce d'universalisme que je trouve fictif, mais républicain qui l'empêche. Mais ce serait bien que des groupes, en tout cas, se préoccupent des questions des discriminations en particulier. Alors, vous avez rencontré Obama. Oui.
Je t'ai invité à son anniversaire. Un petit peu de lumière dans les yeux, tout de suite le grand sourire. Oui, bah non, mais c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et pourtant, je suis très critique sur pas mal de choses de la politique d'Obama, notamment Guantanamo. Mais c'est quand même quelqu'un de très, très charismatique. Et puis, ce qui est intéressant chez Obama, c'est que contrairement à la France, on voit que quelqu'un peut émerger de nulle part, en étant en plus fils d'immigrés noirs, et devenir président de la plus grande puissance du monde, ce qui en France est inimaginable. Un clic. Un clic, allez, 14. Africa, Africa, mon Afrique. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Elle est magnifique. Alors c'est chez vous ou pas? C'est le bled, c'est le bled. Ouais, c'est le bled. Non, mais c'est pas chez moi parce que j'ai jamais habité. Voilà, vous n'êtes pas né au Sénégal, à Paris, mais c'est quel type d'attachement vous avez pour le continent africain? Ah, j'ai un attachement. Disons, mes parents sont sénégalais. C'est vrai que moi je suis née à Paris, j'ai grandi là-bas, mais j'y allais quand j'étais petite, j'y allais en vacances l'été, donc il y a forcément un attachement à la langue. Mes parents parlent wolof et ils se sont beaucoup parlé en wolof. Donc moi, quand j'entends même des gens dans les rues de Paris parler wolof, j'ai envie de leur parler, de leur dire ouais, je comprends et tout. Mais voilà, c'est le bled. Oui, je me sens évidemment liée à ce que je vois parce que j'ai mes cousins qui vivent là-bas, mon oncle, ma tante, donc il y a un lien très fort. Et puis je leur ressemble. Et après, la question, c'est de savoir physique. comment on se construit entre les deux, parce que vous refusez qu'on vous renvoie à l'origine de vos parents. Vous êtes né là, vous avez grandi là. Comment se construit entre les deux? C'est ça la question. C'est pas évident parce qu'on se retrouve en fait à... Bah oui, parce qu'on est renvoyé à un pays qu'on connaît pas très bien. Moi, je connais le Sénégal, mais je peux pas tenir une heure à expliquer les tenants et les aboutissants de la politique ou de la culture sénégalaise. Donc c'est un peu difficile parce que c'est vrai que mon aspect me renvoie a priori au Sénégal, mais j'y ai jamais vécu. Donc j'ai un lien évidemment affectif très fort. Et vos parents, ils vous ont élevé comment? Ils vous ont élevé, votre mère, professeur de couture, votre père, mécanicien, c'est ça, je me trompe pas. Ils vous ont élevé dans le souvenir de l'Afrique ou bien dans l'urgence de la France? Alors déjà, ils nous ont toujours parlé en français. Donc ça, ils s'adressaient. Donc moi, après, je suis allée à la crèche très tôt. À 6 mois, j'étais à la crèche. Donc il y avait cet environnement-là aussi français dès mon plus jeune âge. Ils sont toujours exprimés avec nous, avec mon frère et moi, en français, mais entre eux, ils se parlaient en wolof. Ce qui fait que quand même, je comprends très très bien la langue. Mais on est dans une ambivalence où je comprends la langue, je la parle pas très très bien. Donc je me sens, c'est ma langue, mais je la comprends pas suffisamment bien pour ne pas répondre en français. Et en même temps, oui, c'est quelque chose de très familier. Mais ils vous ont appris quoi? Quand vous y réfléchissez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils m'ont appris mes parents? Ils m'ont transmis quand même des valeurs, ils m'ont transmis la religion, l'islam, quand même, qui est une valeur familiale structurante, vraiment très important. Oui, des liens avec mes cousins. Moi, mes cousins, je les adore, on est tout le temps sur Skype en train de se parler. Et moi, je m'interroge même sur la nationalité, je ne suis que française aujourd'hui. Je me pose la question de prendre la nationalité sénégalaise. Parce que voilà, j'ai perdu mon père qui a été enterré au Sénégal. Et c'est vrai que du coup, ça fait un nouveau lien avec ce pays parce que je veux honorer sa tombe. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il fallait vous battre ou qu'il fallait vous soumettre? Ah non, mes parents, c'était ma mère, en tout cas, elle est toujours. Depuis que je suis petite, en fait, on m'a dit ne te laisse jamais faire et ne laisse jamais personne te laisser entendre. On m'a toujours dit personne ne doit te dire que tu vaux moins que les autres. Et je pense que c'était une manière subtile de me dire ça sera pas forcément facile pour toi parce que voilà, t'es pas tout à fait blanche, quoi. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais je suis pas la plus à plaindre. Vraiment, je suis pas à plaindre. Un clic sur le 8. Le 8. Konnichiwa. Konnichiwa. Bah tu comprends pas? Mais t'es quoi? Une fille. Mais non mais tu viens d'où? Ah ok, je viens de Saint-Jean-de-Boiseau en Bretagne. Non mais en vrai, d'où tu viens? À vrai dire, mes parents sont nés au Laos, mais moi... Ouah, j'adore l'Asie. Oh, je lis plein de mangas, tu sais. Et puis Bruce Lee était trop fort, tu trouves pas? Et tu dois savoir super bien cuisiner, même. Au fait, konnichiwa, c'est du japonais. Une petite série comme ça que vous avez mise en place pour dénoncer les stéréotypes. Absolument, ces gens qui... Ça fonctionne bien parce que là, en 40 secondes, on a eu droit, là, bien. Le festival de clichés. Mais ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Alors, comme ça, on vrac les stéréotypes dont vous avez vraiment marre.
qu'on me prenne pour l'expert du hip-hop, par exemple. Voilà, qu'on vienne me poser oui. des questions. Ah oui, voilà, c'est Sur le ça. hip-hop, tout de Ou suite. voilà, tout d'un coup, j'ai une espèce d'expertise sur certains sujets. Alors bon, j'aime bien le hip-hop, mais je suis pas vraiment ni une experte ni une On ne grande viendra pas fan. vous demander et Mozart. Voilà, c'est ça. Jamais sur l'opéra ou sur les ballets classiques. Bizarrement, on ne soupçonne pas des qualités dans ça. Voilà, moi je me souviens qu'une fois, voilà, au travail, une de mes collègues est venue, voilà, on devait chacun apporter à manger. Elle m'a dit, est-ce que tu vas me faire un truc de chez toi? Et là, tout d'un coup, je l'ai vue m'imaginer faisant un mafé et l'apportant au boulot parce que pour elle, chez moi, c'est forcément en Afrique, etc. Et en fait, je lui ai proposé un kebab, ça l'a calmé. Ah oui, mais quand même. Hein. Oui, non, parce que je suis 19e. C'était pas le pot-au-feu. Non, parce que je suis du 19e arrondissement. Ouais. Alors, on ne se pense jamais noir, blanc, jaune. Hein. C'est l'autre hein, qui nous dit la couleur. À ce moment-là, est-ce qu'il faut la revendiquer ou est-ce qu'il faut l'oublier? Moi, je pense que ça peut être, en tout cas, parce que dans la revendication, ce qui est intéressant, c'est le fait de ne pas avoir honte. Parce que c'est vrai que souvent, le fait d'être foncé, d'avoir les cheveux crépus, etc., ça peut être vécu comme une honte ou une difficulté. Dans un univers, en majorité... Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, les questions se posent différemment. Se posent autrement. Et encore que... Oui, parce qu'il y a ces questions de blanchiment de la peau, etc. Donc je pense qu'il faut l'assumer. Moi, je revendique rien. Ce que je sais, c'est que je me sens noire parce qu'on me voit comme noire. Mais la question, je me la suis posée très, très tardivement quand on m'a regardée, en fait, et qu'on a fini par me poser des questions, mais en tant que noire. Mais est-ce que parfois les gens ne sont pas juste, je sais pas moi, en mal d'exotisme, ils ont envie que vous représentiez leur rêve et tout ça. Parfois, vous n'arrivez pas à voir ça de façon positive, jamais. Vous ne vous sentez pas exotique. Ils choisissent un peu ce qu'ils veulent. On est toujours l'exotique de l'exotisme de quelqu'un. C'est vrai, mais je trouve qu'ils font des choix. Par exemple, je sais que j'ai un accent parisien très prononcé. Et s'ils se fiaient plus à ce qu'ils entendaient qu'à ce qu'ils voyaient, ils me poseraient davantage de questions finalement sur la capitale que sur finalement ce que donne l'impression, ce que mon aspect physique, ce à quoi il renvoie. Quoi. Alors si vous vous battez à ce point-là pour la question de la diversité de la société française, pourquoi le mot diversité vous fait tiquer, vous l'aimez pas? Parce qu'il a été galvaudé. Et parce que moi, j'en peux plus d'entendre dire que certaines personnes sont issues de la diversité. Non, c'est vrai que c'est pas un qualificatif pour l'individu, c'est un qualificatif pour une société. Oui, mais pas pour un individu. Quand on dit que les gens sont issus de la diversité, on a l'impression que c'est un pays d'Arabes, de Noirs et d'Asiatiques dont on serait tous spontanément issus. C'est un peu, on dirait qu'on n'ose pas trop dire. Bah non, on est. Si vous voulez dire qu'on est noir, on est arabe, on est asiatique, mais on n'est pas issus de la diversité. Je trouve que c'est. Oui, et les blancs sont aussi issus de la diversité. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est que la diversité, c'est un ensemble qui intègre aussi les gens qui sont blancs. Un clic. Un clic numéro 1. 乙女白書髪は女の命なのもう知らない私は今後あんたとは一切無関係よLes mangas. Les mangas, et c'est Ranma Azmi. Oui, c'est une passion que vous avez. Oui, depuis petite. Pourquoi ça? Alors, je pense que je fais partie de la génération Dorothée. Donc, on a été exposé au dessin animé japonais très, très petit. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment fascinée par cette narration, ces histoires qui étaient vraiment exceptionnelles. J'ai même fait du japonais, figurez-vous, quand j'étais au lycée, tellement j'étais fan. Je voulais lire les mangas en version originale. Il y a quelque chose, il y a une génération là qui est tellement passionnée par les mangas qu'il y a des associations. Oui, vous en avez j'ai fait partie d'une association, celle qui est à l'origine du festival qui s'appelle Japan Expo aujourd'hui, qui est énorme. Eh bien, elle a été montée quand j'étais au lycée. Mais qu'est-ce qu'on fait là dans ces associations? Alors moi, je le fais pas, mais les gens se déguisent en personnages de manga. Vous voyez des Goldorak, des Candy, etc., des gens qui sont déguisés. On échange des BD et moi je trouve ça génial. En plus, là vraiment vous avez trouvé le bon parce que Rumiko Takahashi, qui est à l'origine de ce manga, c'était vraiment ma mangaka préférée parce que c'était une femme. Oui, c'est une femme en plus, c'est très rare. Ah ouais, c'était une des premières qui a fait un gros carton au Japon. Et moi j'adore, je trouve que les histoires sont formidables. Les histoires sont formidables, les dessins. Alors les personnages, ils sont très internationaux. Oui, ça vient du Japon, ils ont des yeux grands ouverts comme ça, ils n'ont pas du tout les yeux bridés. Non, ils ont des cheveux multicolores. Voilà, ils ont les cheveux multicolores, ils sont désethnicisés. Est-ce que c'est ça qui fait leur charme aussi un peu? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, il y a des dessins animés comme ça qui se passent au Japon, mais il y a beaucoup de dessins animés qui puisent dans le registre européen. Des dessins animés comme Princesse Sarah, Rémi sans famille, qui quelque part reprennent la littérature pour les enfants. Rémi sans famille, c'est français, c'est Hector Malo. Donc beaucoup, les 4 filles de Dr March, Candy, ça se passait aux États-Unis. Donc il y avait quelque chose aussi de familier finalement, mais
écrit et très raconté par des international Japonais. parce que bon, ils veulent vendre. Oui, C'est aussi oui, ça oui, aussi. oui. C'est- Après, je pense que voilà, les personnages blonds, mais voilà, Lady Oscar, c'est la Révolution française, donc quelque part, Ouais. on a notre histoire qui est racontée de manière quand même plus entraînante. Moi, Lady Oscar, j'étais à l'école, et ben, je préférais regarder Lady Oscar que d'écouter les profs qui nous racontaient la Révolution à l'école. Hein. C'était plus dynamique. Donc la BD, ça reste un truc super important. Ah, j'adore Et la ça BD. va toujours rester important. J'adore la BD. J'ai eu la chance après Disney de travailler avec Clément Aubrerie et Johan Sfar, qui ont fait respectivement Aya Diop-Pougon et Le Chat du Rabbin. J'adore la BD. Je trouve que les Français sont très très bons en plus en BD et j'en lis encore beaucoup. On peut dire beaucoup de choses à travers la Oui, BD. on peut dire beaucoup de choses. Du journalisme au BD en fait. Ah oui, tout ce qui est roman vrai que tout graphique, ce qui est- voilà. Oui. Joe Sacco qui travaille sur justement les migrants à Malte, je trouve qu'il fait des bandes dessinées formidables. Et quand on les lit, en fait, on arrive à ressentir le drame, mais d'une manière qui est lisible. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, un clic. Un clic, sur quoi j'ai pas cliqué? Je suis perdue là. Est-ce que 19, j'ai 15, 16, 4, 9, 11, 3, 17, 5, 6, 2, 10, 12, 15. 15. À Mayotte, les femmes sont de tous les combats depuis toujours. Chatouilleuses ou guérisseuses, masseuses ou sages-femmes, elles ont veillé. Aujourd'hui, elles sont infirmières, institutrices, journalistes, ou bien chauffeurs de taxi, restauratrices, commerçantes, ou chômeuses. À l'écoute de la réalité de l'île, elles y répondent en actrices autonomes du développement local. L'émancipation de la femme passe d'abord par l'autonomie. Et l'autonomie, ça veut dire que la femme doit avoir un travail, avoir un revenu et avoir une indépendance financière. Alors voilà, nous sommes à Mayotte, dans un département français, musulmans à 99%. Les femmes se battent pour ce qu'elles appellent leur autonomie. Alors, est-ce que vous aidez ce combat même à 13 000 km? C'est loin, Mayotte, oui, mais oui. c'est la République. Oui, oui, oui. Bah oui, moi je trouve ça... Vous les avez rencontrés, vous avez des contacts avec... Non, malheureusement, j'aimerais beaucoup me rendre à Mayotte. J'en ai jamais eu l'occasion, mais c'est évidemment un département que je trouve intéressant de ce point de vue-là. Parce que on est en contradiction avec les clichés. On est proche de l'Afrique. C'est pour ça que... On est chez des gens qui sont musulmans en majorité, où finalement les femmes expriment vraiment une volonté de prendre leur destin en main. Et je trouve que parfois la République s'inspire pas de ses propres modèles. Hein. C'est-à-dire que finalement, il y a plein d'îles, comme la Réunion aussi, à laquelle je pense, sur lesquelles on pourrait proposer un modèle, réfléchir à un modèle de vivre ensemble, et dont on s'inspire pas. On va imposer des lois depuis le centre qui est Paris, sans regarder ce qui se passe bien ailleurs. Et ça, par exemple, moi j'espère que la ministre des Droits des Femmes s'est rendue à Mayotte et qu'elle va s'inspirer des stratégies qui sont développées par les femmes localement. Elle est allée à La Réunion, elle est allée à Mayotte. Alors vous êtes musulmane, pratiquante, sympathisante, pratiquante Oui. Je suis très attachée à l'islam parce que c'est une valeur qui m'a été transmise par mes parents. Je me sens culturellement musulmane. J'attache beaucoup d'importance à toutes les célébrations. Franchement, est-ce que vous avez le sentiment que les religions monothéistes, globalement, que ce soit religion catholique, font la place aux femmes? Non, pas du tout. Enfin, dans leur interprétation, pas du tout. C'est ça, en fait. Oui, mais après, par exemple, j'aime beaucoup Amina Wadoud, qui est une enseignante musulmane, pardon, j'ai failli faire le lapsus islamiste, musulmane qui est à New York, qui est voilée, et qui a conduit une prière, ce qui normalement est interdit selon ce que nous disent certaines personnes en islam, mais qui a décidé d'avoir une pratique féministe de l'islam. Il y a plein de féministes musulmanes en fait qui bousculent un petit peu les codes, qui bousculent les hommes dans leurs convictions et qui proposent des choses nouvelles. On a besoin, comme les femmes l'ont fait côté catholique. Exactement. Et malheureusement, elles ne sont pas très entendues. Zahra Ali qui a écrit un bouquin sur le féminisme islamique et sur la manière dont pendant des siècles les hommes se sont appropriés l'interprétation des textes. Je trouve que c'est intéressant parce que ça bouscule aussi les clichés. Ça dit aussi que les femmes, elles peuvent avoir un rôle important. Et on rappelle aussi que le prophète, il était marié à une femme qui avait 20 ans de plus que lui et qui avait beaucoup plus d'argent que lui. Donc c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous vend aujourd'hui. Et je crois que les musulmans mériteraient d'avoir des voix féminines et féministes plus audibles. Alors, vous êtes féministe? Oui. Vous êtes engagée auprès de Clémentine Autain dans l'association Mixité. Là, c'était au tout début, à l'époque. Est-ce que vous avez le sentiment que dans nos belles démocraties, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la cause de la femme? Ah oui, énormément. Quand on regarde ne serait-ce que les instances... On a l'impression que ça monte, que ça redescend, que ça monte, que ça redescend. Ouais, il y a des grands coups de chaud. C'est ça, il y a des grosses victoires. Et puis, il y a des grandes périodes glaciaires, là, où ça stagne. Bah oui, l'Assemblée, par exemple, où récemment un député a caqueté en écoutant une de ses collègues, et où quand même les hommes sont... Qu'est-ce que les femmes députées pourraient faire quand un mec parle, par exemple? Je sais pas, moi. Faire le coq, je ne sais pas. Mais c'est quand même 3/4 d'hommes. Hein, pourtant, votre féminisme, il y a ça. Je clique à nous deux. Ni pute, ni soumise, y'en a marre qu'on
Libérer la parole, c'était le premier but du mouvement Ni pute ni soumise. Un slogan choc répété dans 23 villes de France. On a demandé 100 hébergements d'urgence pour commencer, on en a obtenu 50. Je pense qu'il va y en avoir, il va y avoir donc cette deuxième tranche prochainement. Mais je suis convaincue d'une chose aujourd'hui, c'est que ce n'est absolument pas suffisant. La demande est trop importante, ça veut dire qu'il faut que ça devienne un dispositif national. Un dispositif national. Manif à Paris, c'est 2003. Vous n'avez pas adhéré à leur mouvement parce que vous vous placez en contre dans la lutte qu'elles mènent contre le port du voile. Alors déjà, oui, moi j'ai un problème avec... moi, je suis pour la liberté des femmes, c'est-à-dire que moi, je porte pas de voile. Mais je ne suis pas contre le fait que d'autres femmes fassent un choix. C'est-à-dire qu'on peut s'habiller très court ou très long. Chaque femme doit pouvoir librement disposer de son corps. Et ça, là-dessus, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas considérer... Donc vous vous battez exactement pour la même chose, la liberté. Pour la liberté. Pour que les femmes ne soient pas obligées de porter le voile. Moi, je suis contre aussi l'obligation. Pour que les femmes ne soient pas obligées de ne pas le porter. Absolument, sauf que... voilà, moi, mon problème avec Ni pute ni soumise, c'est que j'ai l'impression qu'elles se sont saisies d'un fait divers qui était dramatique, qui était la mort de Sohan, et qu'elles elles en ont profité pour effectivement émerger médiatiquement, mais que très rapidement, elles se sont coupées du terrain. C'est-à-dire que moi, Ni pute ni soumise, en dehors des concerts au Zénith, je ne les ai jamais vues en banlieue. C'est-à-dire que moi, elles n'ont pas d'ancrage. Il y a des associations en banlieue qui ont un ancrage très fort auprès des femmes en difficulté. Elles en venaient. Elles en venaient, mais elles n'y sont plus. Mais moi, en tout cas, moi, elles se sont perdues en chemin. Moi, je pense qu'elles sont perdues en chemin avec les sirènes du pouvoir. On l'a vu après Fadela Amara qui est rentrée dans un gouvernement qui était quand même pas très très favorable aux gens des quartiers populaires et qui n'a pas élevé sa voix contre les propos de certains de ses collègues du gouvernement. Et puis après, moi, Ni pute ni soumise, le problème, c'est qu'on a l'impression, en fait, avec ce discours-là, qu'il y a un sexisme qui est très particulier à la banlieue. Alors qu'effectivement, il y a du sexisme en banlieue, mais il y en a partout. Il y a une femme en France qui meurt sous les coups d'un homme tous les 2 jours et demi. Et parfois, cette femme, c'est Marie Trintignant. C'est pas seulement, il n'y a pas que les femmes de cité qui sont victimes de violence ou d'extrémisme. Et je trouve que c'est problématique parce que Ni pute ni soumise a eu l'appui d'hommes politiques qui n'avaient jamais été féministes de leur vie, mais ce qui plaisait à ces hommes politiques, c'est quelque part d'aller chercher le sexisme chez les Arabes de banlieue et surtout pas de s'occuper du leur. Alors qu'on voit qu'à l'Assemblée nationale... ça comme ça. Ah oui, ça a fait bouger le curseur, quoi. Bah oui, c'est bien de voir ça. Voilà. Ah bah eux, oui, ils sont sexistes, on va les aider. Par contre, nous qui allons chahuter Cécile Duflot quand elle met des robes ou qui imitons des poules quand une femme s'exprime à la tribune, nous, on se pose aucune question sur notre sexisme. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un débat qui prend ancrage dans les quartiers, dans les banlieues et qui ait une répercussion nationale et qui concerne tout le monde? Mais j'aimerais bien, mais malheureusement, je pense que la répercussion n'a pas été aussi... En tout cas, il n'y a pas eu vraiment de répercussion sur les jeunes femmes des quartiers populaires. Aujourd'hui, beaucoup sont en difficulté. Elles sont frappées par la crise beaucoup plus durement que les autres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'entend plus Ni pute ni soumise aujourd'hui, et c'est malheureux. Parce que quand il y a une femme voilée qui se fait agresser à cause de son foulard, Ni pute ni soumise devrait intervenir. Il y a eu des violences. Une femme qui a été agressée de 21 ans cet été, qui a été agressée par des racistes parce qu'elle avait son foulard. Elle a perdu son bébé. Et elle a été agressée, traitée de salope, etc. parce que c'était une femme voilée. Et là, j'ai entendu aucune féministe pour protester contre ça. Donc moi, en fait, ça me fait un peu mal de voir que certaines femmes méritent d'être défendues et d'autres, en raison de leur foulard, en fait, méritent quelque part de leur sort parce qu'elles sont voilées. Un clic. Un clic. Sur quoi j'ai pas cliqué? Oh là là, c'est dur votre truc. 9, 4, 19, il y en a pas mal. 19 alors? 19. Oui. C'est dans votre livre, comment parler du racisme aux enfants. Alors, on ne peut pas parler de racisme dirigé contre les personnes blanches, car l'idéologie raciste implique la mise en place d'un système d'oppression générale qui vise l'ensemble d'une population. Le racisme a des implications institutionnelles que ne subissent pas les blancs, quel que soit leur degré de stigmatisation, même quand ils sont minoritaires. Prenons le cas, par exemple, des blancs aux Antilles ou à Madagascar ou en Afrique aujourd'hui. Même quand ils sont minoritaires, vous pensez qu'ils ne sont jamais victimes de racisme? Je ne sais pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'implication n'est pas la même. Déjà, il n'y a pas cette idée de supériorité des Noirs sur les Blancs. C'est-à-dire que même quand les Blancs vont être victimes de racisme, que ce soit par des Noirs, par des gens d'origine maghrébine, il n'y a jamais une revendication de supériorité. Il n'y a jamais dans une échelle où on dit les Noirs sont inférieurs. Les blancs, sont inférieurs aux autres. Donc c'est quand même comment dire, des leviers qui sont très très différents. Et historiquement, on n'a pas des gens qui ont fait des théories nous expliquant que les blancs méritaient d'être réduits en esclavage, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très différent. Même en Afrique, en fait, moi ce que je note, c'est que généralement, les blancs sont dans une situation économique
bien plus confortables que les Noirs. Et quand ils sont minoritaires, souvent ils bénéficient quand même d'un a priori favorable par rapport à des compétences, par rapport à une intelligence que n'ont pas, ils sont mieux payés, par exemple, que leurs concitoyens noirs. Donc effectivement, moi je dénonce tout à fait les préjugés contre les Blancs, les agressions qui existent, mais par exemple mais en le France... mot racisme anti-blanc vous paraît pas... Non, pour moi il n'est pas approprié, parce que pour moi racisme approprié. c'est vraiment un système de domination. Le racisme par exemple contre les Arabes en France, il est accompagné d'une domination institutionnelle qui est par exemple liée au contrôle au faciès. Aujourd'hui, quand on est perçu comme arabe en France, on a 8 fois plus de chances d'être contrôlé que quand on est blanc. Vous êtes très vigilante contre l'islamophobie, c'est le vrai combat d'aujourd'hui, plus que l'ethnophobie. L'islamophobie en ce moment c'est vraiment un combat important, parce que je trouve que l'expression publique se fait beaucoup sur cette question-là, sur la question... Il y a une obsession en fait de l'expression religieuse des musulmans qui dépasse largement leur activité réelle. On a aujourd'hui, le Front National fait vraiment, fleurit vraiment sur l'idée qu'on est envahi par des musulmans qui voudraient imposer leur manière de vivre à la France. Et ça a des vraies conséquences sur la vie des musulmans. Moi, j'ai des amis voilés, et honnêtement, il y en a qui se sont pris des gifles dans la rue. Et donc, c'est pas... Moi, en tant que Noire, j'ai jamais subi une telle agressivité. Un clic. Je crois que je n'ai pas cliqué le 16, le 9, sur le 4. Le 4. Ah, comment parler? Ben voilà. Comment parler du racisme aux enfants? Alors, sous forme de questions-réponses, adaptées à chaque âge de l'enfance. Par exemple, sur la question des Roms, j'ai relevé à 5 ans. La question, c'est est-ce qu'ils sont nomades? À 10 ans, est-ce que cela fait longtemps qu'ils sont maltraités? À 13 ans, pourquoi les nazis les détestaient-ils? Alors, comment vous avez procédé pour le choix des questions Eh bien, il y a vraiment plusieurs approches en fonction des âges. Oui, alors quand c'est pour les tout petits, donc il y a 3 groupes effectivement, 5, 7 ans, 8, 10 ans et 11, 13 ans. Pour les tout petits, on parle vraiment de l'image, de la description, de ce que ça peut susciter comme question chez les tout petits. Et on reste sur un niveau de violence... Justement, on essaie de ne pas être sur les questions violentes, parce que le racisme, c'est une histoire de violence. Et pour les Roms que vous avez cités, je parle du génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que voilà, évoquer ça auprès de tout petits, c'est difficile. Donc on reste sur un registre très très basique, où les petits se disent, mais voilà, pourquoi on les aime pas, voilà, c'est qui, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils habitent dans des caravanes, etc. Et puis au fil des âges et de l'avancée, on essaie vraiment de développer les complexités un peu historiques des différentes questions, parce qu'on parle des Roms, on parle de la Shoah. Et à partir de quel âge le racisme devient conscient chez l'enfant? Ce que je note, c'est que les tout petits n'ont pas forcément la même conscience. Ils n'ont pas du tout la conscience de ça. Moi, quand j'étais petite, qu'on me disait que j'étais noire, je comprenais pas. Je disais, mais non, en fait, je suis marron. Enfin, j'étais dans des... C'est ma mère qui m'a raconté ça. Elle me disait, mais tu comprenais rien. En fait, tu disais à tout le monde, bah non, je suis marron, toi, t'es beige, etc. Parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Et souvent, les tout petits, en fait, n'ont conscience du racisme que quand on leur inculque à travers les médias, à travers la famille, à travers, voilà, c'est les parents, les grands-parents, les amis de la famille. Donc, les tout petits posent des questions très très rationnelles et très logiques, là où les plus grands sont plus conscients aussi de l'histoire et puis de l'espace-temps. Parce que quand on a 5 ans, l'histoire, les siècles et tout, c'est pas évident à comprendre. Et le racisme devient conscient vers 12-13 ans, peu avant peut-être? Parfois avant, parfois à 8 ans, on commence à voir que... On est quand même dans un pays où personne ne dit oui, je suis raciste. Non, mais donc comment se battre contre quelque chose que personne ne reconnaît, qui n'existe pas? On est très content alors. Non mais, non, mais c'est vrai. C'est ça qui est terrible, c'est que le racisme existe et personne ne reconnaît pouvoir tenir des propos racistes. C'est toujours l'autre qui est raciste. Exactement. Et jamais soi. Et ben moi je trouve que c'est important de pouvoir vous êtes raciste? Je pense que j'ai déjà tenu des propos racistes dans ma vie, comme tout le monde. Et je le reconnais. Et si un jour je tiens des propos racistes et qu'on me le fait remarquer, eh ben j'essaierai. Même si je serais je serais extrêmement vexée, offensée, triste, mais je peux. Voilà, je veux dire, à un moment donné, quand on offense des gens, on accepte que ces gens-là s'insurgent et disent voilà ce propos-là. Et moi, je discute. J'ai envie de discuter pour qu'on m'explique. Parce que j'ai une conversation autour de ça tout le temps. Mais c'est une conversation qu'il faut avoir en permanence. En permanence. Une fois, ça n'a rien à voir avec le racisme, mais j'ai fait une chronique sur les transsexuels et j'ai une copine transsexuelle qui m'a envoyé un mail incendiaire en me disant mais c'est scandaleux ce que tu as dit, etc., etc. Et franchement, on a discuté et j'ai compris en fait ce que j'avais dit qui était problématique. Comment elle l'avait reçu? Oui. Vous avez fait dans le militantisme, vous avez fait dans la démonstration, maintenant vous rentrez dans le pédagogique. En fait, c'est le combat de votre vie, de toute votre vie. Oui, ça a pris beaucoup plus de place que j'imaginais. Moi, c'est vrai que j'étais bien avec mes petits dessins animés.
voilà, ça a pris beaucoup d'espace. Et c'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'on est caricaturé et réduite à quelque chose. Je suis pas tout le temps dans ma vie en train de parler de racisme. J'ai plein de centres d'intérêt qui sont autres. On a parlé du cinéma, de la BD, etc. Et c'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'on est saisi que comme une caricature, comme la personne qui va toujours être dans les débats, en train de contester, en train de voilà de prendre la parole en disant je suis pas d'accord, je suis révoltée et tout. Je suis pas révoltée en permanence. Mais c'est vrai que c'est un combat que voilà. Mais ce combat-là, comme d'autres, moi l'injustice de manière générale, oui, le féminisme, la justice, toutes les formes de ségrégation. Ouais, tout ça ça me touche et forcément je peux pas rester muette face à des situations qui m'indignent et qui me révoltent. Maintenant, j'espère que la complexité de ma personnalité transparaîtra un peu plus. C'est difficile parfois d'être perçue comme une combattante permanente. C'est un peu dur parce que je suis pas que ça. Vous avez envie de vous reposer un peu. Ouais, j'aime bien rigoler par exemple, voilà. Là on a rigolé. Voilà. Hein. Oui, c'est vrai. Rokhaya, on va se quitter. J'ai un petit cadeau. Ah, c'est gentil, c'est cool. C'est cadeau. C'est un livre Scènes de Mayotte. C'est parce que c'est une île que j'adore. Ah, mais j'ai envie de vous faire partager. C'est un archipel que j'adore. Dernière question. En 2007, vous avez voté Besancenot au premier tour, Ségolène Royal au deuxième tour. Et puis vous avez pris vos distances avec tout le monde, hein, parce que la question du voile... Est-ce que vous n'avez pas envie de monter votre propre parti pour mettre vos idées en synergie, en cohérence, et puis aller jusqu'au bout? Enfin, faire de la politique pour de bon, quoi. J'ai du mal avec l'idée de l'engagement partisan parce que ça sous-entend forcément une stratégie. Et la stratégie ne fait pas toujours bon ménage avec les convictions. J'ai du mal. Peut-être que je sais pas, peut-être que dans quelques années, j'aurai la maturité qui me permettra de faire des choix parmi mes convictions. Mais aujourd'hui, je me sens pas du tout de me dire, bon, bah ça, je vais le mettre de côté et je vais me concentrer sur tel combat parce que j'ai du mal à dresser des priorités. Mais j'essaie quand même de faire, voilà, d'aller voir les gens des partis, de former des pressions avec des pétitions. Mais je me sens pas du tout prête à rentrer dans l'arène partisane. Vous êtes en train de petit à petit, hein, c'est comme ça qu'on monte. C'est comme ça qu'on se prépare pour les présidentielles. Ah, vous voulez que je me prenne une balle dans la tête, vous? Mais non, pas de balle dans la tête. En tout cas, merci Rokhaya et bonne route. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Bonne lecture. Merci. J'ai beaucoup apprécié cet échange parce que c'est vrai qu'il est rare à la télévision d'avoir le temps de développer une pensée un peu complexe et de discuter tout simplement qu'on va être dans la pression d'un débat où on doit argumenter, on doit convaincre. Donc j'ai trouvé ça vraiment agréable. Ouais, je trouve ça cool d'avoir l'opportunité de montrer qu'on n'est pas une personne complètement univoque et que parfois on est contradictoire avec soi-même et qu'on aime des choses très très différentes.